va à son rythme. Je ne dis pas du tout qu'il va bien ou pas bien, parce que je n'en sais rien, puisque nous sommes 7 milliards et demi, et ça c'est considérable et nouveau. La situation mondiale, pour moi, elle est très simple. Elle montre une croissance démesurée des technologies nouvelles qui, au lieu de nous libérer, nous contrôlent. D'autre part, au niveau urbain, la ville tend à disparaître et même peut-être à s'estomper face à des non-villes qui sont soit de l'urbain diffus, soit des mégalopoles multimillionnaires qui sont aussi peuplés qu'un État. Tous les clignotants qui ont été repérés au sommet de la Terre à Rio en 1992, aujourd'hui encore sont rouges. Ça, ce sont des réalités qui sont pour moi incontournables, et donc il faut partir de là, effectivement, pour ensuite imaginer comment agir et réagir à ces difficultés. Le capitalisme planétaire, financiarisé, a précarisé les territoires. Et je pense qu'il va y avoir une revanche des territoires. L'être humain est toujours topophile, c'est un ami du lieu, et il doit lutter contre une urbanisation topophage qui détruit les territoires et qui les subordonne aux règles du productivisme agricole d'un côté ou du productivisme immobilier de l'autre. Ce que moi j'ai compris depuis très peu de temps, c'est qu'on ne peut plus penser une ville ou un territoire tout seul, on est obligé de l'inscrire dans des processus de mondialisation. Il y a un énorme monopole planétaire où on achète le foncier. L'Arabie Saoudite achète des départements entiers de l'Éthiopie, les Chinois achètent des terres gigantesques en Afrique noire, mais même en Touraine. C'est ça que j'appelle la précarisation du territoire, c'est que plus personne ne dit « mon territoire, c'est beau, ça nous plaît, et c'est là où on va construire quelque chose ». Je pense qu'on a toujours, en France surtout, on a toujours fonctionné avec le citoyen d'un côté et l'État de l'autre. Et on n'a jamais parlé des lobbies. Par exemple, le dernier rapport américain sur la corruption à l'état mondial exprime que 78% de la corruption planétaire résulte du BTP. Par la spéculation immobilière d'un côté et par le fait de pouvoir blanchir l'argent sale des réseaux mafieux est une activité florissante. C'est pour ça, du reste, qu'on construit des villes fantômes en Espagne, qu'on construit des gratte-ciel inoccupés à Londres, ou qu'on fabrique une ville absolument folle qui s'appelle Dubaï. Dans notre monde, il y a plusieurs mondes. Et donc, quand tu me demandes l'état du monde, je suis obligé de faire un état de plusieurs mondes. Ce qui pourrait apparaître comme une solution à un moment donné deviendrait peut-être un problème pour une autre partie de ce monde-là. Alors, moi je ne suis pas pessimiste là-dessus parce que je pense que lorsqu'il y a des tensions très fortes, c'est la possibilité d'un changement. Un terrien sur 4 sera à un moment de l'année un touriste. Et il vivra exactement comme chez lui. Parce que nous sommes dans une société, dans un univers qui a perdu l'ailleurs. Nous n'avons plus d'ailleurs. Donc nous allons toujours ici. La manière de rendre positif ce tragique, c'est de dire on va améliorer notre ici. Et voyons comment ici, chez nous, il y a de l'ailleurs. On ne peut agir et imaginer quelque chose et le réaliser que si auparavant on l'a rêvé. Il nous faut cultiver cette dimension-là de ce qui est inattendu, improbable, fantaisiste, peut-être irréaliste, peu importe. Et puis si on trouve dans cette espèce de conception du monde des éléments qu'on peut mettre en place, on les met en place, quoi. Et donc ça s'appelle l'expérimentation. Alors, de trois niveaux totalement différents, évidemment, en taille, en moyen, etc. Je commencerai par l'agriculture raisonnée. C'est simplement des agriculteurs qui veulent redevenir paysans et ne veulent plus être déqualifiés. Un céréalier qui décide de réactiver des céréales anciennes, mais qui étaient locales, et sa femme fait le pain, elle est boulangère, et donc il est paysan boulanger. Et ça, des paysans boulangers, en France, il y en a de plus en plus. La manière dont je comprenais l'opposition ville-campagne était marquée par la suprématie de l'industrie, or ce n'est pas le cas historiquement. Donc il faut bien montrer qu'il y a une plus grande dialectique entre les deux,
Et du coup, ça a un effet sur la manière dont les villes pourraient se nourrir aujourd'hui, la manière dont les villes devraient être propriétaires de terres et les louer à des paysans, l'habitat participatif. C'est des gens qui sont volontaires et ils ont tous envie d'être dans un appartement auquel ils ont participé au dessin. Ils volent des toilettes sèches, la coopérative a acheté les voitures, personne d'autre a des voitures. J'ai vu qu'il y avait là une véritable autonomie, quoi. Le troisième exemple qui me plaît beaucoup, qui a une longue histoire, mais qu'il faut le réactiver, c'est l'université populaire, qui partait d'une velléité très simple, à la fin du 19e siècle, début du 20e, c'était de dire à l'ouvrier, tant qu'il ne saura pas lire, écrire, il sera aliéné et subordonné au patron ou au leader syndicaliste ou au chef de service, etc. La culture était émancipatrice. Je pense qu'il nous faut désapprendre, au niveau politique, par exemple, l'idée de représentation. Si on veut impliquer et mobiliser les citoyens, il faut que leur capacité d'action soit démultipliée. Parce qu'on ne réussit quelque chose que quand ça part des gens. Alors moi je crois qu'ils ont plusieurs actions à mener. La première, c'est leur présence physique dans l'espace public. Que l'agent soit en rez-de-chaussée, qu'elle ait une vitrine, qu'on voit des choses affichées. C'est-à-dire que ce n'est pas un métier caché dans une tour de bureau, mais physiquement, la présence d'artistes, d'architectes, dans la rue, pour moi, est déjà exemplaire. Ça ouvre l'esprit, j'en suis absolument persuadé. Tout d'un coup, on voit qu'il y a des choses qui sont possibles. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il ne peut pas y avoir une intervention municipale sur une opération urbaine ou architecturale sans la participation des architectes de l'arrondissement ou locaux, avec quelque chose qui ressemblerait un peu à l'advocacy planning, c'est-à-dire que tu peux avoir le droit de faire une contre-proposition. Ensuite, il y a les propositions des architectes urbains du quartier pour l'amélioration du quartier. Je pense que les architectes doivent être des activistes, c'est-à-dire que, comme vous l'êtes, c'est-à-dire qui font pour montrer. L'architecture a cette possibilité de participer et d'accompagner les mouvements sociaux. J'essaye de vivre au plus près de mes idées. Donc je ne conduis pas, je n'ai pas de portable, j'ai considérablement, pour ne pas dire même complètement arrêté tout déplacement en avion. J'essaye d'être le moins gaspilleur, pollueur, je sais pas quoi, possible. Et j'écris, voilà, j'essaie donc de participer, et je dirige des thèses. Tout ça, c'est des éléments. Alors, au niveau des idées, évidemment, parce que je ne suis pas un praticien qui, concrètement, je crée l'Université populaire d'écologie de Choisy, je fais de l'agitation culturelle, de l'agite propre, comme on disait à l'époque.